Depuis l'été dernier, les relations entre la France et l'Algérie se dégradent de jour en jour. Derniers événements en date, les condamnations de l'écrivain Boualem Sansal et du journaliste français Christophe Glaise à respectivement 5 et 7 ans de prison. Et comme souvent dans ces moments de tension, on essaye de regarder en arrière pour tenter de mieux comprendre l'actualité. À l'Express, 3 journalistes se sont penchés sur cette relation ambivalente entre les deux pays. Mais ils se sont intéressés à une histoire un peu particulière, celle des batailles d'espionnage. Pour leur enquête, ils ont rassemblé de très nombreux documents dans des dossiers classés par ordre chronologique. Des photos d'espions infiltrés, des preuves écrites de kidnapping, des archives sur des assassinats cachés, ces dossiers contiennent tous les éléments pour faire le récit des guerres secrètes franco-algériennes. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez France-Algérie 60 ans d'espionnage, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 4, crise diplomatique et bataille secrète. En ouvrant notre dernier dossier sur l'espionnage entre la France et l'Algérie, je tombe sur une lettre d'Emmanuel Macron qui date du 27 juillet 2024. Elle est adressée au roi du Maroc et on peut y lire « Je considère que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine ». Ce territoire du Sahara occidental, il est au cœur des tensions entre le Maroc, qui le revendique comme une province, et l'Algérie, qui y soutient les indépendantistes. Dans un précédent épisode de La Loupe, la journaliste du service Société Alexandra Saviana était venue nous éclairer sur le positionnement de la France à ce sujet. Jusqu'ici, la France avait toujours réussi à maintenir une position d'équilibre assez complexe, mais employer le mot souveraineté comme l'a fait Macron, c'était une ligne rouge pour l'Algérie. C'était selon eux adopter le point de vue du Maroc et ça a été perçu à Alger comme une volonté de s'en éloigner. Et à l'Élysée, on dit que de toute façon, l'objectif c'est d'apaiser, d'équilibrer la relation entre les deux pays. Mais en revanche, Emmanuel Macron n'a peut-être pas mesuré que son soutien au Maroc au sujet du Sahara occidental allait provoquer finalement un tel tsunami. Depuis cette annonce sur le Sahara occidental, les épisodes tendus entre la France et l'Algérie se succèdent, et les articles de journaux rassemblés dans notre dossier peuvent en attester. En octobre, Emmanuel Macron part en visite d'État au Maroc. En novembre, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal est arrêté. Fin juin, c'est le journaliste français Christophe Glaise qui est condamné à 7 ans de prison. En toile de fond, les passes d'armes au sujet de l'immigration sont permanentes. Et les services de renseignement ne sont pas épargnés par cette crise, comme le décrivent Alexandra Saviana et Étienne Girard, directeur adjoint de la rédaction de l'Express. Traditionnellement, entre les services de renseignement, il y a ce qu'on appelle la diplomatie parallèle. Il y a un dialogue assez franc qui peut se nouer dans les situations très complexes et sensibles. Typiquement, pour l'emprisonnement de Boualem Sansal, c'est le rôle des espions des deux pays, la DGSE et son homologue algérienne, la DGDSE, de négocier la libération de l'écrivain. Sauf que là, le contexte politique fait que tout est grippé. Depuis juillet 2024, le revirement de la France sur le Sahara occidental, il n'y a plus aucune coopération entre les services secrets, soit DGSE, et encore moins, il y a quand même quelques relations de politesse avec la DGSE, encore moins avec la DGSI et son homologue algérienne, qui a le même nom. Mais dans l'autre sens, ce sont aussi les manœuvres du pouvoir algérien qui ont pu expliquer le revirement d'Emmanuel Macron, par exemple sur la question du Sahara occidental, juste avant l'anniversaire de la prise d'otage de l'avion d'Air France entre le 24 et 26 décembre 1994. Madame, monsieur, bonsoir. Un Airbus A300 d'Air France bloqué sur l'aéroport d'Alger par 4 hommes armés. Les hommes du GIGN approchent 2 passerelles de l'avion. Les hommes s'engouffrent sans hésiter, des coups de feu retentissent. Nouveau coup de feu, un gendarme est blessé, un éclair dans le cockpit, puis un second, puis un troisième. Les membres du commando ont résisté jusqu'à la fin. Ils étaient 4, ils ont tous été tués. Le 23 décembre 2023, il y a un épiphénomène, mais qui est symbolique. Alger suspend l'autorisation administrative qui permet à Air France d'effectuer un double contrôle de sécurité à l'aéroport. C'est un premier accroc dans la symbolique, mais un accroc quand même dans la relation et la coopération sécuritaire entre Paris et Alger. À cela s'ajoute l'augmentation des traques contre les opposants, notamment depuis le Irak.
Comme dans les précédents dossiers, on trouve des post-it avec des définitions et il y en a un justement au sujet du Irak. Le Irak, c'est un mouvement populaire pro-démocratie en Algérie qui débute en 2019 et qui a lieu jusqu'en 2021 avec des manifestations très régulières. La colère s'est exprimée pour la première fois massivement le 16 février 2019. On est à Kerata, en Algérie. Le président Abdelaziz Bouteflika vient alors d'annoncer qu'il brigue un 5e mandat. La rue dit non, les manifestations durent et s'étendent jusqu'à la capitale, Alger, où les manifestations sont pourtant interdites depuis 2001. Il conduit à la démission du président Bouteflika en 2019, mais la mobilisation se poursuit pour réclamer une transition vers un nouveau régime. Le mouvement est réprimé et subit aussi le Covid, tout simplement. Après ce mouvement contestataire, les missions des membres du renseignement algérien s'intensifient. Des agents spécialisés dans la lutte contre les opposants sont même nommés. La DGSI suspecte le régime algérien d'être responsable de 3 agressions d'opposants politiques condamnés à l'Algérie et réfugiés en France. Parmi eux, on a le 15 août 2023 l'agression du journaliste Abdou Semar en banlieue parisienne. Il est gazé à la bombe lacrymogène, on lui pointe un pistolet, on lui prend son téléphone. Le 17 octobre 2024, rebelote, cette fois avec Hichem Aboud, kidnappé en Espagne et retrouvé dans un bateau qui allait partir pour l'Algérie. Et 3e cas, qui a beaucoup fait parler en France, celui d'Amir Boukors. Amir Boukors, je vois sa photo dans notre dossier du jour. Elle est agrafée avec toute une série d'articles, de comptes rendus d'enquêtes de police et de listes de suspects. Amir Boukors, c'est un blogueur, influenceur, opposant politique au régime algérien. Il a fait sa spécialité de dénoncer les turpitudes du régime directement sur Internet auprès de ses abonnés. Il a plus d'1 million d'abonnés. Condamné à mort en Algérie, Amir Boukors est réfugié politique en France depuis plusieurs années. 29 avril 2024, Amir Boukors habite en banlieue parisienne. Comme tous les soirs, il rentre chez lui, sauf que ce soir-là, une voiture lui barre la route. J'ai vu un gyrophare et il y a 4 personnes descendues de la voiture avec un brassard de police, 2 personnes avec un brassard de police orange. Et après, j'ai descendu de la voiture directement, sans parler, sans rien, et me met les menottes en arrière. Tu viens avec nous? Je lui ai dit où? Il m'a dit au commissariat, l'officier de la PG, il t'attend. Le petit groupe dans la voiture l'emmène dans une sorte de fourrière à Ponto-Combo, en grande banlieue parisienne. Dans cette sorte de fourrière, Amir Boukors est drogué. On le force à ingérer un produit, une boisson, et il va se réveiller entouré de 2 femmes. Elles sont chargées de le garder, mais elles pensent qu'il s'agit d'un trafiquant de drogue qui a volé un camion. Il leur demande de googler son nom pour leur montrer que c'est pas du tout un trafiquant de drogue, c'est un influenceur. Et là, elles découvrent en direct sur leur téléphone la méprise. En réalité, le pouvoir algérien a engagé, semble-t-il, des hommes de main qui ne connaissaient pas tous l'identité d'Amir Boukors. Après 27 heures entre les mains de ses ravisseurs, Amir Boukors est finalement libéré. Pourquoi Amir Boukors est libéré, on peut se demander, puisqu'il s'agit d'une action volontaire des ravisseurs. Il semblerait qu'une partie des ravisseurs se soit affolée au moment de découvrir qu'Amir Boukors n'est pas du tout un trafiquant de drogue, mais un opposant politique algérien, et que l'affaire a des contours tout à fait politique, qu'il s'agit probablement d'une affaire d'État. De ce désaccord va émerger la décision d'arrêter là et donc de le libérer après un peu plus de 24 heures de kidnapping. Il se rend immédiatement au commissariat, il raconte toute son histoire avec beaucoup de détails et immédiatement, quasi immédiatement, les policiers peuvent vérifier des éléments et se rendre compte qu'il ne s'agit pas du tout d'un mythomane, mais qu'effectivement, il a été victime d'un rapt. Dans notre dossier, Étienne Girard a rassemblé plusieurs documents de l'enquête de police qui est toujours en cours. À l'été 2024, on découvre qu'un agent consulaire algérien a fréquenté les lieux de vie d'Amir Boukors. Son téléphone borne près du lieu de séquestration de l'influenceur, à Ponto-Combo, le soir du kidnapping, et au même moment, il a été en contact avec un des hommes suspectés du rapt. Lui-même, on le sait,
C'est ce que permet de montrer l'étude de son téléphone. Il est en lien avec 2 autres diplomates algériens. Les 3 semblent appartenir à la DGDSE, le service d'espionnage algérien. Leur identité a pu être vérifiée. Un de ces agents consulaires a été arrêté en France. Les 2 autres sont, semble-t-il, en Algérie. La justice française a demandé à les entendre. De façon assez peu étonnante, ils n'ont pas répondu aux réquisitions du juge d'instruction français. En Algérie, on reste très discret sur cette affaire, mais le pouvoir réagit tout de même de manière indirecte. Immédiatement après l'arrestation de l'agent consulaire, Alger a annoncé l'expulsion du territoire français de 12 agents de l'ambassade de France en Algérie. Spécificité, tous, les 12, relèvent du ministère de l'Intérieur. Pourquoi ? Parce que le ministère de l'Intérieur est aujourd'hui dirigé par un ministre qui s'appelle Bruno Retailleau, qui a des propos très sévères concernant l'Algérie. On a été, si j'ose dire, assez gentil. On a tendu la main à l'Algérie. Qu'a-t-on eu en retour ? Donc il faut aujourd'hui ce rapport de force. On voit bien que l'Algérie cherche à humilier la France. Vous avez eu raison, monsieur le député, de rappeler la fuite en avant anti-française de l'Algérie. Le président Tebboune a expliqué à la presse, au journal L'Opinion français, que tout ce qui est Retailleau est suspect. La consigne qui semble avoir été passée au service algérien, c'est de rendre plus difficile toute action de la France quand elle a un lien avec Retailleau. Quelques jours plus tard, réponse du berger à la bergère, si je puis dire, 12 agents diplomatiques algériens ont été expulsés de France avec exactement le même délai de 48 heures pour quitter le territoire. Un récent document qu'Étienne Girard a ajouté au dossier nous permet d'en savoir un peu plus sur les motivations derrière l'enlèvement d'Amir Boukors. Dans une ordonnance du 7 mai 2025 du juge d'instruction, il écrit, ce magistrat, que cet enlèvement aura eu pour but d'exfiltrer de force l'influenceur vers l'Algérie en passant par l'Espagne. Probablement que pour en savoir plus, il faudra attendre que une partie des ravisseurs parle ou donne plus de détails sur les contours de ce kidnapping. L'enquête n'est donc pas encore complètement terminée. Je mets de côté tous ces documents qui concernent Amir Boukors, car je vois qu'il nous reste encore une bonne partie de notre dossier à explorer. Parmi les documents que l'on n'a pas encore regardés, il y a la photocopie d'une page d'un livre. Il est signé Xavier Driancourt, ancien ambassadeur à Alger. Et une phrase a été surlignée par notre journaliste Alexandra Saviana, je vous la lis. Judicieusement répartis, les consulats algériens irriguent le territoire français, surveillent les communautés algériennes, essayent de les organiser et même de les noyauter. L'Algérie a une diaspora très importante en France et elle a donc beaucoup de consulats. Ils sont une vingtaine à peu près. Ils sont censés avoir un rôle administratif, mais c'est surtout une couverture idéale pour espionner et espionner la diaspora en particulier. Certains agents consulaires sont en réalité des espions et surveillent en particulier leurs ressortissants ou les enfants de leurs ressortissants. On a l'exemple du dessinateur Gilas Aynouch, très critique envers le pouvoir algérien et donc réfugié en France, qui me racontait avoir été approché plusieurs fois par des personnes se présentant comme travaillant au consulat et qui lui ont suggéré de manière plus ou moins pressante de faire des dessins moins violents pour, je cite, le bien de la société algérienne. Le pouvoir algérien en France pratique l'intimidation. Schématiquement, ça se fait quand des ressortissants algériens viennent demander des papiers dont ils ont besoin au consulat. Il y a une forme de chantage qui s'exerce ou une forme de conseil très intimidant. Et puis il arrive que même sans se rendre au consulat, certains Algériens et Franco-Algériens soient intimidés. En décembre 2024, par exemple, un agent consulaire a voulu intimider directement dans la rue une élue de la région parisienne. Elle est franco-algérienne. Il lui a demandé de soutenir publiquement Alger. Au-delà de l'utilisation des consulats sur le territoire français, l'Algérie perfectionne d'autres techniques d'espionnage, notamment depuis la crise diplomatique enclenchée en juillet 2024. Il s'est passé quand même quelque chose d'assez inouï
dans la relation entre les deux pays, c'est que le nouveau chef de la DGDSE à Paris, le chef des espions algériens en France, ne s'est pas annoncé auprès des autorités françaises. Ça, c'est contraire au code d'honneur des espions. L'idée habituelle, c'est que on s'annonce auprès du pays d'accueil, on va participer à des réunions de coopération, ce qui justifie la présence sur le territoire, et on va mener par ailleurs, en marge de ça, des opérations d'espionnage. Là, l'Algérie ne fait même pas semblant de jouer le jeu de la coopération. Le nouveau chef est là purement et simplement pour espionner. On estime aujourd'hui qu'une trentaine d'espions algériens seraient non déclarés en France. Et pendant que le ton se durcit, les services secrets, eux, n'ont quasiment plus aucun contact. Entre le directeur de la DGSE et son homologue, il y a un tout petit dialogue de courtoisie. Entre la DGSI et son homologue, il n'y a plus rien. Au point que le patron des services secrets algériens, et c'est le général Moussaoui, a expliqué ne pas être au courant de l'affaire Amir Boukors. C'est peu probable. Pourquoi ? Parce que avant d'être nommé chef des services secrets, le général Moussaoui, il était en poste quelque part. Il se trouve que c'était à Paris. Pendant l'enlèvement d'Amir Boukors, à l'époque, il était même chef de poste des services secrets algériens en France. Il n'y a plus aucune coopération entre les services secrets et donc ça laisse en suspens ce type de négociation et tous les échanges de renseignements qui peuvent exister sur le djihadisme, le terrorisme et l'islamisme et qui sont traditionnellement un point fort de la relation sécuritaire depuis une trentaine d'années entre les deux pays. Cette perte de renseignements sur le terrorisme pourrait alors avoir des conséquences très concrètes. Certains veulent croire que l'Algérie a plus à y perdre que la France en matière de renseignement, notamment en raison de la surveillance de sa frontière sud, où la France avait beaucoup d'informations, notamment au niveau de Barkhane. Et on sait que la France a beaucoup de moyens de renseignement qui peuvent être utiles aux pays partenaires. Pour Céline Berton, la patronne de la DGSI que j'évoquais tout à l'heure, aucune piste ne doit être négligée en matière d'antiterrorisme. Et donc elle continue malgré tout d'envoyer des infos à son homologue sans rien recevoir en retour. Des informations qui ne circulent plus entre la France et l'Algérie, des coups tordus pas encore complètement élucidés. Je referme ce dernier dossier, mais il risque d'être complété dans les semaines et les mois à venir. On continuera donc à suivre les guerres d'espionnage avec les 3 journalistes qui nous ont accompagnés tout au long de cette série. Charlotte Lalanne, grand reporter au service Monde de l'Express, Alexandra Saviana, grand reporter au service Société, et Étienne Girard, directeur adjoint de la rédaction. France-Algérie, 60 ans d'espionnage est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, écrite par Solène Alifa et réalisée par Jules Cros avec Emeline Dulliot. Cette série vient clore la saison 4 de La Loupe, on espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez, chers auditeurs, profiter de vos vacances pour écouter les épisodes de l'année que vous auriez manqués ou réécouter ceux que vous avez aimés. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous et je vous donne rendez-vous le 1er septembre pour de nouveaux podcasts.